Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir toute une vague de films qui ont été un peu oubliés, sortis fin 80, début 90, qu'on appelait thriller domestique. Alors oui, c'est un nom ridicule, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le terme. Qu'est-ce que c'est que le thriller domestique? Le thriller domestique, c'est un film où une personne mal intentionnée va s'immiscer dans la vie d'un couple ou dans la vie d'une famille. Souvent dans ce genre de film, la personne va d'abord se révéler très gentille et très amicale avec le couple ou la famille, et puis petit à petit, au fil du film, devenir de plus en plus menaçante et de plus en plus inquiétante. Après, nous le verrons plus tard dans la vidéo, il peut y avoir des variables, c'est pas tout le temps comme ça que ça se passe, mais c'est très souvent le cas. Avant de nous plonger dans le sujet plus en profondeur, faisons un petit retour en arrière. En 1978 sort Halloween de John Carpenter. Ce film raconte l'histoire de Michael Myers, un tueur ayant tué ses parents ainsi que sa sœur étant enfant, qui s'échappe de son asile psychiatrique pour aller tuer des jeunes pendant la nuit d'Halloween et surtout aller tuer sa dernière sœur encore en vie, Laurie Strode, afin de finir ce qu'il a commencé. Alors moi, Halloween, c'est un film que j'aime bien. C'est pas un film que j'adore non plus, mais c'est un film que j'aime bien. Mais le film va avoir un très grand succès critique et commercial, et c'est grâce à ce film qu'on va avoir l'explosion du slasher. Mais qu'est-ce que c'est que le slasher? Le slasher est un genre de film d'horreur où un tueur masqué va tuer des gens, généralement des adolescents, à l'arme blanche de façon très spectaculaire. Ce qui caractérise le plus le slasher des années 80, c'est l'invulnérabilité du tueur. Des personnages comme Michael Myers ou Jason Voorhees font des trucs qu'aucun humain ne pourrait faire. Ils sont beaucoup plus forts qu'un humain normal, qu'un humain ne pourrait l'être d'ailleurs. En fait, il ne faut pas que tu t'identifies à ces personnages-là. On veut totalement les déshumaniser. En fait, ils sont presque inhumains. Ils ne peuvent pas mourir, ils reviennent toujours dans les films prochains. On ne peut que les stopper et encore. Donc, on veut vraiment déshumaniser le plus possible ces personnages et en faire des sortes de démons, des sortes de diables, des forces que nul ne peut stopper. La saga la plus connue ayant surfé sur la vague d'Halloween est bien évidemment Vendredi 13. Avec Jason Voorhees, le fameux tueur au masque de hockey. Même si Jason n'est pas le tueur dans le premier film, mais ça c'est une autre histoire. Alors soyons honnêtes, on aime bien ces films par nostalgie parce qu'ils sentent les années 80, mais c'était quand même pas une excellente saga, hein. Même une saga très moyenne en général. Même le premier film n'est pas excellent. Halloween le surpasse totalement par exemple. En plus, le film a eu un nombre incalculable de suites. Il y a 10 films dans la saga, plus un remake, donc ça fait beaucoup. À part quelques opus de la saga qui se démarquaient des autres parce qu'ils étaient drôles, fun et agréables à regarder parce qu'ils ne se prenaient pas au sérieux, voilà, c'est pas une saga vraiment exceptionnelle, hein, soyons honnêtes. Alors à cette époque-là, des slashers, il y en a eu à l'appel, il y en a eu pour tous les goûts. Que ce soit meurtre à Noël, meurtre à la Saint-Valentin, meurtre au 1er avril, meurtre à la nuit de noces, ou encore meurtre au Nouvel An. Et il n'y a pas eu que des dates, il y a aussi meurtre au bal, meurtre à la soirée pyjama, et j'en passe, enfin bref, il y en a eu pour tous les goûts. Alors il y a eu des excellents films, comme le très célèbre Griffes de la nuit, avec le tueur Freddy Krueger qui te tue dans tes rêves. Alors celui-là franchement je trouve qu'il est excellent, et pour moi c'est le meilleur slasher de cette génération, car le film a un scénario très original. Ou encore April Fool's Day, qui est un film beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, et qui a un retournement de situation absolument incroyable. Il n'est pas très connu et je vous le recommande vraiment. Évidemment, il y a eu aussi des très mauvais films, comme Just Before Dawn, qui est un film que je trouve vraiment très mauvais. À la fin des années 80, les gens ont commencé à vraiment se lasser. Tout cela devenait trop répétitif. Et les grandes sagas comme Halloween, Vendredi 13 ou Freddy enchaînaient les suites les plus foireuses les unes que les autres. C'est là que le slasher s'est éteint. Le public voulait passer à autre chose. Le slasher, c'était terminé. Enfin, jusqu'en 1996, où un certain Wes Craven va réaliser un film qui va remettre le slasher à la mode, avec son fabuleux Scream. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que le film n'était pas si bien que ça, etc., etc. Moi je suis absolument pas d'accord, moi c'est mon film d'horreur préféré et je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Scream est un film qui joue avec les codes du slasher et du film d'horreur en général. Ce qui n'en fait pas du tout une parodie comme certains disent, ce n'est pas du tout un film drôle, c'est un film sérieux et c'est un film qui est quand même assez violent et c'est un vrai film d'horreur. Ce qui fait la différence avec Scream, c'est le fait que le tueur soit humain. C'est-à-dire que oui, il est fort, oui, il est pas facile à battre, mais tu peux le battre, tu peux le mettre à terre, parce qu'il est humain. Ce n'est pas une créature imbattable comme Jason, comme Michael Myers, ce qui le rend beaucoup plus effrayant, ce qui le rend pour moi beaucoup plus intéressant que les autres boogeymen des autres films. Le succès de Scream va donner naissance à un nouveau genre de slasher qu'on appelle slasher post-Scream. On peut y noter des films comme Souviens-toi l'été dernier, ou encore Urban Legends. Les vieilles sagas vont même en profiter pour sortir de nouveaux films, comme Halloween 20 ans après ou Jason X. Le slasher post-Scream finira lui aussi par lasser le public, et finira par mourir. Mais ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois qu'une mode au cinéma naît et puis disparaît. Un exemple récent, les grandes sagas pour ados démarrées par Hunger Games, il y a eu Divergent, il y a eu le Labyrinthe, mais maintenant,
c'est un peu fini, c'est un peu passé de mode. Et ben là, c'est la même chose. Le slasher des années 80 disparaît aux alentours de 1987, tandis que le slasher post-Scream, lui, naît en 1996 à la sortie de Scream. Mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'il y a eu entre ces deux dates? Parce qu'il n'y a pas rien eu. Eh bien, il y a eu une série de films qui a servi de transition, qui ont inspiré le slasher post-Scream à humaniser leur tueur. Et ces films-là, c'est justement les thrillers domestiques. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler de 10 thrillers domestiques. Alors il y en a eu plus que 10 sortis entre 1987 et 1996, mais je vais vraiment vous parler des 10 plus connus. Commençons directement avec le premier film. Le Beau-Père, film sorti en 1987. Alors, de quoi parle Le Beau-Père? Eh bien l'histoire est assez sympa. Le film se déroule aux États-Unis et ça raconte l'histoire d'un gars qui veut absolument avoir le rêve américain. Pour ce faire, il cherche la famille parfaite. Il va donc épouser des femmes veuves ou divorcées avec au moins un enfant. Sauf que, si la famille dans laquelle il est ne lui plaît pas, si elle ne correspond pas au rêve américain, si elle n'est pas parfaite selon lui, il va tuer tout le monde, il va tuer tous les membres de la famille, et puis il va en chercher une autre, et changer d'identité. Et donc il va faire ça plusieurs fois, il va chercher la famille parfaite, et si elle ne correspond pas à ses attentes, et ben il va tuer tout le monde, et recommencer. Que vaut ce premier film qui lance le genre? Eh ben franchement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment une bonne série B. Le scénario est franchement intelligent et bien pensé, et je trouve que le film fait vraiment peur par moments. Ce qui fait la différence avec les films précédents, c'est que ici le personnage du beau-père n'est pas masqué. C'est un personnage que tu vas suivre du début à la fin du film. C'est un personnage qui a une vraie personnalité, c'est un personnage assez complexe, vraiment intéressant. Et c'est justement ça qui rend le personnage flippant. C'est ça qui rend sa folie effrayante. C'est donc un film qui lance vraiment un vent de fraîcheur. On peut également y voir une critique du rêve américain. L'acteur Terry O'Quinn qui joue le rôle du beau-père est vraiment excellent. Il a une façon de jouer avec son regard et joue vraiment très bien le fou psychopathe. You're a very bad girl. Le film contient aussi des scènes très réussies, comme cette scène où le beau-père pète un câble et décide que la famille ne lui convient pas et donc de tuer tout le monde. Huh? Wait a minute. Who am I here? Jerry. Jerry. Jerry Blake. Thank you, honey. Fatality. J'adore la sauvagerie de cette scène et son côté complètement inattendu et surprenant. J'ai vu Le Beau-Père 2 sorti en 89 parce que oui, le film a eu des suites et franchement la suite est vraiment sans intérêt et pas très intéressante. Il y a eu aussi un troisième film sorti en 1992 et un remake sorti en 2009 avec d'autres acteurs et je ne les ai pas vus parce qu'ils n'ont vraiment pas l'air terribles. Voilà, Le Beau-Père c'est franchement un bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas le meilleur film qu'on va voir dans cette sélection, mais franchement c'est un bon film. Passons au film suivant. Liaison fatale, sorti en 1987 avec Michael Douglas et Glenn Close. Liaison fatale raconte l'histoire d'un homme, joué par Michael Douglas, qui va tromper sa femme avec sa collaboratrice interprétée par Glenn Close. Pour le personnage de Michael Douglas, rien de tout cela n'était sérieux. Pour lui, c'était juste une aventure sympathique. Et puis voilà. Sauf que, pas pour le personnage de Glenn Close, qui va commencer à devenir extrêmement envahissante parce qu'elle veut son amant pour elle toute seule. Elle va donc le harceler lui et sa famille et devenir une véritable menace. Là où le beau-père lance le thriller domestique à l'époque, Liaison fatale le fait vraiment exploser. C'est un film qui, à sa sortie, va avoir un succès absolument phénoménal et qui va faire un énorme scandale aux États-Unis. Le film s'inspire d'un autre film sorti en 1971, Play Misty for Me, réalisé par Clint Eastwood et avec Clint Eastwood, premier film où Clint Eastwood est à la réalisation d'ailleurs, qui raconte également l'histoire d'une femme qui harcèle un homme. C'est d'ailleurs un assez bon film, je vous le conseille, et c'est intéressant de voir le premier film de Clint Eastwood. Bref, ce qui différencie les deux films, c'est que dans Play Misty for Me, le personnage de Clint Eastwood n'est pas marié, tandis que dans Liaison fatale, le personnage de Michael Douglas est marié, et c'est ça qui va faire scandale à l'époque aux États-Unis. On est dans une époque où l'Amérique est vraiment très puritaine, alors elle l'est toujours, mais là elle l'était vraiment beaucoup. Et c'était vraiment très mal vu de montrer un homme qui trompait sa femme avoir un rôle entre guillemets positif. Ça paraissait vraiment inconcevable à l'époque de montrer un personnage pratiquant l'adultère avoir un bon rôle dans un film. La sortie du film sera d'ailleurs assez compliquée parce que à cause de ça, il aura énormément de mal à trouver un distributeur parce que tous les distributeurs refusaient le film. Et quand Liaison fatale sort, c'est un immense carton. Le film va faire un énorme boom dans l'Amérique puritaine de l'époque et va vraiment influencer la façon de penser du public. Le film aura un succès tel que Glenn Close va recevoir plusieurs menaces de mort parce que le public n'arrivait pas à faire la différence entre la réalité et la fiction. Il détestait son personnage. Mais qu'en est-il de la qualité du film en lui-même?
Eh ben franchement c'est pas mal. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, le scénario n'est pas exceptionnel, c'est pas un film qui surprend énormément, mais franchement il fait bien son taf. Les personnages sont sympas, les acteurs aussi, Michael Douglas s'en sort très bien et Glenn Close également. Glenn Close joue vraiment très bien la psychopathe. Il y a un bon suspense, il y a des scènes fortes, on s'ennuie à aucun moment, c'est très divertissant comme film. On pourrait reprocher au film de faire un peu la morale contre l'adultère, mais est-ce vraiment mal en fait? Ce qui est amusant, c'est que Michael Douglas a vraiment l'air de bien aimer les films de femmes fatales. Parce qu'il jouera dans l'excellent Basic Instinct sorti en 1992 et dans le vraiment pas terrible Harcèlement sorti en 1994. Petite parenthèse, je vais me permettre de spoiler la fin des films, mais pas de panique. Ces films ont toujours le même schéma, c'est-à-dire, comme je vous avais dit, une personne mal intentionnée s'infiltre dans la vie du ou des héros, commence à les harceler, et puis ça finit toujours par un affrontement à la fin, où le méchant finit toujours par mourir. C'est une règle absolue dans ce genre de film, le méchant perd toujours à la fin. C'est comme si je vous disais dans Titanic que le bateau coulait à la fin, c'est pas vraiment un spoil. C'est donc comme cela que Glenn Close meurt dans le film. Mais à la base, ce n'était pas du tout comme ça que le film devait se terminer. Il existe une fin alternative tournée avant, où Glenn Close se suicide avec un couteau que Michael Douglas a touché. Michael Douglas est donc suspecté par la police de l'avoir tué, et sa femme trouve un enregistrement de Glenn Close qui pourrait innocenter Michael Douglas, mais ça, on ne le sait pas, le film se termine là-dessus. Les producteurs n'ont pas du tout aimé cette première fin. Ils ont donc exigé au réalisateur d'en tourner une autre, celui-ci s'est exécuté, a rappelé les acteurs, et a donc tourné cette fin qui est la fin actuelle du film. Certains disent que la première fin est meilleure que la deuxième, et je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, je trouve que les deux fins sont mauvaises. Oui, j'ai été très déçu par la fin de Liaison Fatale. La première fin finit beaucoup trop en queue de poisson et t'as vraiment une impression d'inachevé, tandis que la deuxième est vraiment cliché et bâclée, on sent qu'ils l'ont fait dans la précipitation. Mais à choisir, je préfère encore la deuxième fin. Anecdote amusante, lors de la deuxième fin, Glenn Close s'est vraiment éclaté la tête contre le miroir. Passons au prochain film. Calme blanc avec Nicole Kidman, Sam Neill et Billy Zane. Oui, ce genre de films ont vraiment des énormes castings. Un couple parti en mer joué par Nicole Kidman et Sam Neill tombe sur un homme interprété par Billy Zane dont le bateau est en train de couler. Celui-ci demande de l'aide, le couple accepte de l'aider en le faisant venir sur leur bateau. L'homme explique que tous les passagers de son bateau sont morts d'infection alimentaire. Sam Neill décide d'aller enquêter en allant sur le bateau qui est en train de couler. Nicole Kidman reste seule avec l'homme sur le bateau, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, l'homme est un psychopathe, c'est lui qui a tué tout le monde dans son bateau, et Nicole Kidman va devoir tout faire pour survivre, seule avec un fou dangereux sur son bateau. C'est un film qui a une plutôt bonne réputation, et je dois vous avouer que, je l'aime pas beaucoup ce film. Après, c'est pas un mauvais film, les acteurs sont très bons par exemple. Sam Neill et Nicole Kidman sont au top, et Billy Zane est vraiment pas mal en fou psychopathe. Le problème c'est que c'est un huis clos sur un bateau, et le huis clos est un genre où on se fait facilement chier s'il n'est pas bien maîtrisé. Je ne dis pas que le film est mal maîtrisé, mais je n'ai pas du tout été pris par son ambiance. Je me suis ennuyé devant ce film. Je trouve le film assez plat, il se passe pas grand chose finalement, le film devient très répétitif. L'idée du film est bien pourtant, une femme coincée sur un bateau avec un fou dangereux, mais je ne trouve pas qu'elle soit bien exploitée dans le film. Je ne me suis pas attaché au personnage, je ne me suis même pas intéressé au personnage de Billy Zane. Billy Zane joue très bien, c'est pas ça le problème. Mais je trouve que son personnage est mal exploité, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment mieux. Pour moi, il y a énormément de potentiel gâché avec ce film. Et je ne trouve pas qu'il y ait vraiment d'interaction intéressante entre lui et Nicole Kidman, à part quelques scènes. Un truc qui m'a dérangé dans ce film, tu ne sais absolument pas d'où il sort ce mec. Tu sais qu'a priori il a tué tout le monde dans son bateau, d'accord, mais t'en sais pas plus, tu sais pas ce qui s'est passé, t'en sais rien. On ne sait rien sur ce mec dans le film, on ne sait absolument rien. Et c'est ça aussi qui le rend inintéressant pour moi, c'est que tu ne connais rien de lui. Alors oui, peut-être que c'est pour garder le mystère du personnage, mais pour moi, je suis désolé, ça ne marche pas. Pour moi, c'est de la paresse scénaristique. Tout ce qu'on voit dans le film, c'est des cadavres dans son bateau, d'accord, et des extraits vidéo où on le voit vaguement se disputer avec les gens de son bateau. Tu peux avoir des films où on laisse planer le mystère, où on ne te donne pas la solution, qui sont quand même très intéressants. Je pense à Cube par exemple. Mais ici, ça ne marche pas pour moi. Pendant tout le film, je me suis dit, mais d'où il sort ce type? Et il y a aussi de grosses incohérences. Par exemple, à ce moment-là, Nicole Kidman parvient à blesser Billy Zane et à le jeter dans la mer. Vous avez bien vu comme moi que cette scène se passe de nuit. Alors j'aurais juste une question. Comment a-t-il pu remonter sur le bateau le lendemain matin? John,
Mais d'où il sort de nouveau? Le courant aurait dû l'emporter super loin. Comment il a fait pour se retrouver là? C'est n'importe quoi. Il sait se téléporter ou quoi? Et puis, je trouve sa mort vraiment ridicule. Ne me dites pas que c'est pas une mort ridicule. En conclusion, Calme Blanc n'est pas du tout un mauvais film. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, mais en tout cas le film ne m'a pas touché. Bref, passons au film suivant. Fenêtre sur Pacifique avec Michael Keaton. Alors oui, le titre français est complètement ridicule, ça je suis bien d'accord, mais le titre original porte le nom d'un quartier de San Francisco, et du coup les traducteurs français ont été très embêtés quand ils ont dû trouver une traduction pour le titre, et ont donc pondu ce titre complètement nul qui est Fenêtre sur Pacifique, qui ne veut absolument rien dire. Alors l'histoire du film est simple, un couple décide de louer leur maison, et leur locataire s'avère être un pervers psychopathe qui va leur faire vivre un enfer. Le film est entre grands guillemets inspiré d'une histoire vraie. Pourquoi entre grands guillemets? Parce que c'est vraiment très romancé. C'est l'histoire de la scénariste du film. Mais voilà, le film s'en éloigne énormément. Alors qu'est-ce qui vaut ce film? C'est un divertissement sympathique, mais sans plus. Très routinier. C'est le genre de film que tu vas regarder le dimanche soir, qui va te divertir gentiment, mais que tu vas très vite oublier. Michael Keaton joue plutôt bien, sans être exceptionnel, c'est pas du tout la meilleure performance de sa carrière. Il joue pas mal le fou psychopathe, mais voilà, il est pas exceptionnel dans ce rôle non plus. Mais il fait le café. J'ai pas grand chose à dire sur le film, c'est un film où il y a vraiment pas grand chose à dire, mais c'est un film important du thriller domestique et il faut quand même en parler un minimum. Le film se termine avec un affrontement final où Michael Keaton finit bien évidemment par perdre. Très cliché, très convenu, assez vite expédié. Le film est sympathique, je l'ai regardé avec plaisir, mais ça va pas plus loin, c'est un 6 sur 10 quoi, un 6, 5,5 sur 10. Allez, passons au prochain film. Sleeping with the Enemy avec Julia Roberts. Alors l'histoire est très très simple aussi. Julia Roberts a un mari violent et elle veut le fuir et lui essaie de la retrouver. Voilà. Je vous le dis tout de suite, pour moi ce film est un ignoble navet et c'est le pire film de la sélection. Pourtant l'idée de base était bien, ça parlait de la violence faite aux femmes, c'était un sujet intéressant, mais excessivement mal exploité, c'est un film qui est extrêmement ennuyeux, il se passe vraiment rien. Le personnage de Julia Roberts est insupportable, mais insupportable, son personnage est cucul la praline, c'est horrible, et en plus Julia Roberts joue vraiment pas très bien dans ce film. Genre vraiment pas très bien. C'est une bonne actrice, mais là dans ce film-là, elle est vraiment pas top. Elle a une histoire d'amour avec un type dans le film qui est à l'eau de rose, mais que c'est cucu, que c'est cucu, que c'est cucu, que c'est cucu, que c'est cucu. Je me croyais devant Twilight, je vous jure quoi. Oh là là, le navet qu'est ce film. Le méchant ne fait pas peur, il est juste ridicule, il est juste nul. Il n'y a aucune scène forte, la fin se finit par un affrontement final vraiment pas top. Ouais, vraiment ce film quoi. Gros navet. À ne pas regarder. Autant Calme Blanc, j'avais pas trop aimé, mais c'est pas un mauvais film. Autant là, à oublier, mais à enterrer, quoi. Vraiment un film à enterrer. Allez, on va passer au film suivant, parce que là, il commence à m'énerver. J'ai rien d'autre à dire de plus sur ce film. Ne le regardez pas. On va s'arrêter ici. Le film suivant, on en parlera dans la partie 2.